Bonjour, chers confrères, chers consoeurs, bonjour, chers candidats. Je fais un topo un peu particulier. C'est pas une annale que nous corrigeons, mais quelque chose d'essentiel pour augmenter vos chances de réussir ou de réussite aux épreuves de vérification de connaissances dans votre spécialité, particulièrement en médecine générale et en gériatrie. Quel est l'intérêt de cette présentation? C'est que beaucoup de candidats viennent euh, au concours sans avoir la moindre notion, la moindre idée sur le fonctionnement du système de soins, pas système de santé en général, hein, mais le système de soins. Comment est se fait la prise en charge en ville, à l'hôpital? Quelles sont les interactions entre ces différents modes de prise en charge? Exemple simple, en médecine générale, sur des annales, vous trouverez des cas cliniques parlant d'une prise en charge au domicile et cabinet. Il y a un fameux dossier des EVC de médecine générale où vous avez un patient qui présente un syndrome coronaire aigu, clinique, dans votre cabinet et on vous demande la prise en charge. Un autre cas clinique, des annales où vous intervenez au domicile chez un patient qui présente une douleur coronarienne. Un autre cas clinique, un patient euh, chez- pour laquelle une patiente diabétique. La fille de celle-ci vous appelle tandis que vous êtes dans votre cabinet médical et on vous demande votre conduite à tenir, votre réaction. Que faites-vous? On peut multiplier les exemples, hein. En EHPAD, en 2000, les annales de 2021, oui, je crois, où vous êtes dans la peau d'un médecin coordinateur. Vous venez directement de l'étranger, peut-être de Dakar, Bujumbura, d'Alger, euh, de Rabat, que sais-je, et on vous met dans la peau d'un médecin coordinateur parce que vous êtes candidat en gériatrie. Donc, vous ne connaissez pas le rôle et les missions du médecin coordinateur d'EHPAD en France et on vous présente un cas de clinique. Probablement, vous allez rédiger, mais il est probable que vous rédigez du n'importe quoi, en fait, et diminuez ainsi vos chances de réussite au concours. Donc, j'ai présenté l'intérêt de cette présentation, elle est capitale, en fait. Il faut savoir de quoi on vous parle dans vos cas cliniques d'examen. L'année dernière, en gériatrie, un des cas cliniques de gériatrie pratique, c'est un médecin qui intervient au domicile, c'est un médecin de SOS main, de SOS plutôt médecin, qui intervient au domicile d'une patiente pour hypoglycémie. Donc, il faut savoir, quand on intervient au domicile d'une patiente en urgence, ce qui est recommandé de faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Donc, nous allons aller un peu dans le vif de notre sujet après avoir présenté l'intérêt. Je rappelle que la présentation est capitale. Il faut comprendre de quoi on parle. En France, il y a dans notre système de soins une répartition des rôles. La médecine de ville et la médecine hospitalière. Il y a des choses qu'on fait en ville. euh, il y a
des choses ou celles qu'on fait en milieu hospitalier, que ce soit une clinique ou un CH, un ESPIC, voilà. Mais le système de soins en France a pour pivot le médecin traitant ou le généraliste. Alors, nous, à l'hôpital, c'est pas vraiment de la médecine générale, hein, on fait de la médecine polyvalente. On est praticien hospitalier en médecine polyvalente. Donc, c'est pas tant la même médecine de ville, bien que on est qualifié en médecine générale, mais c'est pas tout à fait la médecine de ville. Donc, le médecin traitant en France, quel est son rôle? Son rôle est euh, de faire le diagnostic, le suivi des pathologies chroniques et la prévention euh, de certaines pathologies, mais aussi l'éducation thérapeutique. Ça fait partie des mesures préventives de santé publique. Le médecin traitant, c'est le pivot du système. Sans médecin traitant, pas de système de soins en France. Quand vous avez un problème en ville, il ne faut pas aller aux urgences d'abord, du moins quand ce n'est pas une urgence vitale, hein. C'est le médecin traitant qui fait les premiers soins, la consultation, et qui, derrière, refaire le patient soit en ville chez le spécialiste ou directement en milieu hospitalier, on le verra pour faire des examens, hospitalisé aux urgences ou directement dans un service de soins. En sortie d'hospitalisation, il fait le suivi du patient. Donc, c'est l'interlocuteur privilégié des confrères hospitaliers. Voilà. Il suit le patient et c'est lui qui peut intervenir, même en premier recours, au domicile, hein, pour ce qui n'est pas de l'urgence ou qui est une urgence relative. C'est extrêmement important. Donc, il y a des cas cliniques où on vous met dans la peau d'un médecin, on le verra. Il y a le médecin spécialiste installé en ville. Alors, le médecin spécialiste installé en ville, vous ne le voyez pas de votre propre initiative, sauf dans certains cas, pour ce qui est, par exemple, du gynécologue pour le suivi de grossesse ou de certaines grossesses, vu que maintenant les sages-femmes font aussi le suivi de grossesse. Donc, certaines spécialistes peuvent être vus directement, gynéco, ophtalmo, mais habituellement, il est prévu que le médecin traitant adresse le patient au spécialiste. Voilà, pour respecter le parcours de soins. Sinon, le patient n'est pas totalement remboursé. Donc, c'est un parcours de soins. Vous ne vous levez pas le matin pour aller voir un médecin spécialiste, cardiologue, endocrinologue et que sais-je, pneumologue. Vous devez être adressé par le médecin, euh, votre médecin traitant généraliste. Et le spécialiste installé en ville, il suit la pathologie aiguë, chronique, spécialisée, de spécialité, hein, présentée par des patients qui lui sont à la base adressés par le médecin traitant. Voilà, il peut donc avoir une patientèle des patients initialement adressés souvent par le médecin traitant, qu'il suit. Peut être une insuffisance cardiaque qui est suivie en ville par le spécialiste cardiologue. Ça peut être
une maladie chronique, maladie cœliaque, que sais-je, qui est suivie par le gastro-entérologue installé en ville. Ça peut être une dysthyroïdie suivie en ville par le confrère ou la consoeur endocrinologue. Donc, c'est cela. En ville, on peut aussi avoir des professionnels de santé paramédicaux, kinésithérapeutes, IDE, psychologues. Je prends directement un exemple pour l'IDE de ville. EVC 2023, gériatrie, épreuve pratique, avec un cas clinique d'hypoglycémie, non, pas avec, hypoglycémie, insuffisance rénale aiguë sur probable insuffisance rénale chronique sévère, patiente sous euh, biguanide. On devait arrêter ces biguanides, donc la metformine, ou c'était metformine ou sulfamide hypoglycémion. Bref, on devait arrêter ces ados antidiabétiques oraux et la sortir de l'hôpital avec de l'insuline. On demande au candidat quelles sont les mesures que vous prenez pour la sortie de la patiente, en fait. Voilà. Donc, si vous venez de l'étranger, vous n'avez pas cette connaissance, vous allez rater cette question. Pourquoi? Parce que c'est un piège et ils aiment bien piéger les candidats. C'est la prise en charge en ville, en fait. Comment tu vas faire pour cette patiente qui a des troubles neurocognitifs majeurs, cette patiente qui a des troubles neurocognitifs majeurs, eh ben, il faut faire une prescription d'IDE, infirmière diplômée d'État libérale pour gestion médicamenteuse. La patiente qui a 88 ans, qui est démente, ne va pas gérer l'insuline et la mesure euh, des glycémies capillaires à chaque injection. C'est pas possible. Ce n'est pas son mari qui a 90 ans, qui est l'aidant principal, qui lui-même est en perte d'autonomie, qui va le faire. Ce n'est pas sa fille qui vit à 10 kilomètres. Donc, il faut faire une prescription d'IDE. Je rappelle qu'on ne fait pas une prescription pour qu'une auxiliaire de vie passe, hein. C'est des mesures euh, médico-sociales. Et si cette patiente a des difficultés, troubles de la marche, vous faites une prescription de kinésithérapie au domicile, en ville, au domicile du patient. Donc, ceci rappelle l'intérêt de cette présentation. On ne parle pas pour parler. C'est parce que on vous posera expressement des questions, même si vous avez travaillé un dossier, vous avez lu kiné, oui, il faut savoir qu'il y a une logique. C'est la prise en charge extra-hospitalière, c'est la prise en charge en ville. Donc, c'est important. Et le patient ne va pas voir de lui-même une IDE, il doit voir une prescription médicale qui est faite par le médecin traitant, prescription de kiné, on ne précise plus maintenant le nombre de séances, mais l'indication médicale. Donc, la prescription peut être faite par le médecin traitant, peut être faite par le médecin hospitalier en sortie d'hospitalisation. Donc, c'est extrêmement important. Un cas pratique, savoir ce que vous faites. Et je me souviens des sujets de médecine générale de l'année dernière, de 2023. Pourquoi je prends toujours des exemples en médecine générale et en gériatrie? Parce que je ne suis pas cardiologue, je ne suis pas dermato et je ne vais pas faire toutes les spécialités. Voilà, on est compétent dans une spécialité et demie, donc on prend des exemples dans ces spécialités-là. Vous recevez en consultation Monsieur Henri Mandor, à 62 ans, pour hyperthermie. C'est un cas
clinique, hein, une annale classique, hein, mais qui fait école. C'est l'annale de 2018 de médecine générale, là, je crois. Il faut savoir que tu es dans un cabinet, donc quand tu règles ce cas clinique, tu essaies de résoudre ce cas clinique, il faut que tu te visualises assis dans dans un cabinet médical, hein, en train de mener une consultation de médecine G. Monsieur te consulte pour une hyperthermie en présentant des signes fonctionnels urinaires. Et on interroge le patient, il a déjà fait un épisode similaire traité par ofloxacine. D'accord? Voilà, on n'est pas en train de régler ce cas clinique, on n'est pas en train de régler un cas clinique, on prend cet exemple pour dire qu'il faut faire attention. Quand vous avez un cas clinique, il faut le contextualiser. Dans quel contexte sommes-nous? Prise en charge ambulatoire. Donc, on demandait dans ce cas clinique, qu'est-ce que vous faites? En fait, la pensée du jury derrière, il te piège. Il va voir. Si tu fais une prise en charge ambulatoire, une prise en charge hospitalière, est-ce que tu hospitalises ou tu le prends initialement en charge en ville? Et ces notions de prise en charge ambulatoire ou hospitalière doivent transparaître dans ton écrit. Tu dois écrire prise en charge ambulatoire d'abord. Réalisation d'un ECBU, consultation de contrôle. Voilà ce qu'ils attendent. Consultation de contrôle, 48 heures, 72 heures, avec les résultats de l'ECBU pour réévaluation de l'antibiothérapie. Voilà comment il faut formuler ton écrit. Après, souvent, les candidats disent toujours, docteur, j'ai bien travaillé. Ah oui, j'ai bien écrit, hein. J'ai bien écrit, j'ai bien travaillé, mais oui, tu as écrit, mais tu n'as pas écrit l'essentiel. Voilà. On peut rapprocher ce cas clinique du cas clinique, hein, sur la pyélonéphrite aiguë simple, hein, donc de la jeune dame de médecine générale de 2023. Quelle est votre prise en charge? Antibiothérapie, non, antibiothérapie, c'est pas la prise en charge. Dis d'abord au jury comment tu gères la patiente. Elle est aux urgences, elle vient te voir. Tu dois dire au jury non. Je la garde pas à l'hôpital, c'est une prise en charge ambulatoire. Voilà, c'est une prise en charge ambulatoire. Et en ambulatoire, tu fais quoi? Tu les traites par des comprimés ou tu lui mets une IM ou tu vas dire IV de ceftriaxone en ville. Ah bon, tu vas faire des perfusions euh, IV intraveineuses en ville. C'est ça la médecine en France. Donc, ceci à l'adresse des collègues qui se préparent depuis l'étranger, qui ne connaissent pas bien le système de soins. C'est extrêmement important parce que tu as lu dans un cours d'internat traitement C3G, donc cefotaxime ou ceftriaxone IV, tu l'écris sur ta copie sans contextualiser le cas clinique zéro. Voilà, j'ai bien travaillé, je vais réclamer ma copie, demander une contre-correction. Oui, ils n'ont pas le temps pour ça. Juge-toi d'abord toi-même. Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as écrit? Donc voilà, quand vous êtes en ville, médecin traitant, vous pouvez demander une hospitalisation directe dans un service MCO, donc de médecine, de chirurgie ou d'obstétrique. Vous êtes au domicile d'une patiente
âgé qui s'altère, qui fait des chutes à répétition, qui vient de chuter, qui n'a pas de complications immédiates de la chute, qui ne peut pas rester au domicile, vous l'hospitalisez directement dans un service de court séjour gériatrique ou de médecine. Vous suivez un patient diabétique de type 1 qui n'est pas stabilisé euh, dans ses dextros, qui est esselé, qui a un bas niveau socio-économique, vous pouvez directement l'hospitaliser dans un service de diabétologie pour déséquilibre de diabète, d'accord, et éducation thérapeutique, tout ce qui s'ensuit. Vous découvrez une pneumopathie, une pneumonie aiguë communautaire chez une personne âgée 86 ans, esselée, c'est-à-dire vivant seule au domicile, comorbide, même s'il n'y a pas de critères de gravité. En ville, on ne peut pas le surveiller parce que il est comorbide, il peut décompenser sa polypathologie. Je l'hospitalise directement en médecine. Il n'y a pas de critères de gravité direct, mais il présente des facteurs de risque de mortalité sur PAC. Je l'hospitalise directement. Je ne passe pas par le service des urgences. Vous voyez la logique, il y a un raisonnement. Donc, on peut vous mettre dans la peau d'un médecin d'EHPAD qui découvre une PAC, une pneumonie aiguë communautaire sévère avec des critères de sévérité, un sepsis. Vous adressez aux urgences. Vous n'allez pas vous amuser à gérer ce cas particulier en EHPAD. C'est du n'importe quoi. Vous adressez aux urgences. Donc, qui adresse? C'est le médecin de ville. Donc, vous pouvez être dans une situation. Au début, j'ai pris des exemples de syndrome coronaire aigu clinique. Clinique, hein, je dis clinique, parce que le diagnostic est clinico-électrique, ECG. Vous êtes en cabinet, il faut faire le 15, il faut l'adresser via les urgences, donc le SAMU, via le SAMU, euh, dans un service de cardiologie interventionnelle. OK? Vous suspectez, je ne sais pas, une insuffisance surrénalienne aiguë, vous adressez aux urgences. Après avoir fait les gestes d'urgence, injection de euh, hémisuccinate d'hydrocortisone en ville, vous adressez aux urgences. D'accord? Si vous avez un asthme aigu sévère en ville dans votre cabinet qui ne passe pas, faites le 15. Est-ce que les exemples que je prends, c'est des cas cliniques en fait, hein, que vous aurez au concours. Donc, bien raisonner. Eux, ils ne vont pas vous dire, vous hospitalisez le patient aux urgences. Non. Que faites-vous? C'est la prise en charge extra-hospitalière ou pré-hospitalière. On fait les gestes d'urgence, on envoie aux urgences. Ça peut être un purpura euh, fébrile, hein. Purpura fulminans, qu'est-ce que tu fais? Injection de ceftriaxone si tu as la ceftriaxone dans ton cabinet et puis adresse aux urgences via le 15. En France, on ne met pas, excusez-moi du terme, on ne met pas les gens dans des taxis pour les envoyer aux urgences. On appelle le 15. Suspicion d'AVC, douleur thoracique suspecte, vous ne demandez pas aux personnes de prendre leur véhicule, d'aller aux urgences, vous ne leur mettez pas dans un taxi, vous ne les accompagnez pas,
le système de soins est développé de telle sorte que on peut dépêcher euh, le SMUR ou le SAMU. Il y a une petite nuance, hein. SMUR, le dernier R pour réanimation, d'accord? Donc, ils ont les moyens de réanimation dans le véhicule. Et le système de soins est tellement développé qu'on peut même, pour ceux qui passent en médecine d'urgence, je vous pose la question, envoyer un hélicoptère. Donc, comprendre le système, je ne fais pas urgence, mais il y a des cas cliniques de médecine d'urgence où vous êtes dans la peau du médecin régulateur qui doit gérer un accident de voie publique sur départemental ou national impliquant des blessés graves et des morts. Tu fais quoi? Voilà, une stratégie rédactionnelle, il y a des choses à écrire. C'est important. Donc, je répète, le patient qui est en ville peut directement être adressé dans un service d'hospitalisation directe, dans un service d'urgence. Dans certains cas, on adresse le patient dans un service d'urgence d'un centre hospitalier pourvu d'un service extra spécialisé. Par exemple, pour les AVC, il faut les adresser dans un CH via le SAMU, bien sûr, muni d'une unité neurovasculaire. Unité de soins de neurologie vasculaire. Tous les hôpitaux n'ont pas ces unités. Donc, ça ne sert pas d'adresser quelqu'un au service d'urgence parce qu'il faut le faire, alors que ces urgences-là n'ont pas une unité spécialisée dans la gestion des accidents vasculaires cérébraux. D'accord? Il faut agir vite. Il y a un délai. Les examens complémentaires, il y a des examens complémentaires qui peuvent être faits en ville, d'autres en milieu spécialisé. Exemple, les bilans de biologie se font habituellement en ville, sauf une biologie spécialisée. Certains examens complémentaires, tels que la radiographie, un scanner, voire une IRM, euh, peuvent se faire en ville. Mais en ville, c'est dans des cabinets spécialisés de radiologie, dans certains cabinets. Et tout dépend de l'indication. Vous n'allez pas suspecter un AVC, un accident vasculaire cérébral, et faire une prescription d'IRM en ville. Et le cabinet de radiologie va vous dire oui, euh, rendez-vous dans 15 jours. C'est du n'importe quoi. Il faut adresser la personne en ville. Il va entrer, la personne plutôt, elle va entrer dans un protocole ou procédure embolise. Ils vont déclencher l'IRM dans l'heure parce qu'il y a des délais pour la thrombolyse. OK? Donc, s'il s'agit d'une prescription d'une scintigraphie thyroïdienne prescrite par l'endocrinologue pour faire le diagnostic étiologique d'une hyperthyroïdie, OK, l'examen peut être fait dans un cabinet, si le cabinet existe en ville, mais généralement c'est dans les CH. La personne va aller faire sa scintigraphie. Si c'est un bilan diagnostic de cancer, voilà, IRM de prostate chez quelqu'un qui a des PSA augmentés, vous pouvez prescrire votre IRM et ça va être fait en ville. Ça dépend du contexte et du niveau d'urgence.
Donc, le médecin traitant peut aussi solliciter un avis spécialisé en milieu hospitalier pour certaines spécialités. Quand vous n'avez pas le spécialiste en ville, ou si vous estimez que la prise en charge sera optimale en milieu hospitalier, vous demandez ou on demande directement la consultation dans un service spécialisé de neurochirurgie, par exemple, de cardiologie interventionnelle, peu importe. Donc, c'est important à savoir. Je prends un exemple simple, c'est un cas clinique de gériatrie. Vous hospitalisez en urgence en unité de court séjour gériatrique. Voilà ce que je disais. Ici, le médecin de SOS médecin pouvait envoyer la patiente aux urgences. Non, elle est sortie de l'urgence critique. Elle peut être directement adressée en service de court séjour gériatrique sur une adresse directe, une hospitalisation directe. C'est ainsi que ça s'appelle, une hospitalisation directe. Au domicile, il a fait le geste d'urgence, injection IV, parce qu'on est dans l'urgence, du G30. D'accord? Parce qu'elle est diabétique, hypoglycémie menaçante inférieure à 0,54, sujet diabétique, et altération probablement de la vigilance. Oui, elle n'arrivait pas à se réveiller, et l'hypoglycémie, la conduite à tenir devant une hypoglycémie, on a fait une fiche sur l'hypoglycémie sur le site, vous verrez, on agit en fonction de l'état de vigilance du patient, de la personne. Donc ici, l'adresse se fait directement dans le service. Voilà. On a parlé de la ville, hein. On va parler du système hospitalier. Le système hospitalier, si vous êtes à l'hôpital ou quand vous allez intégrer l'hôpital sur un poste de stagiaire associé, faisant fonction d'interne ou FFI, praticien attaché, on vous parlera du système MCO. C'est quoi le système MCO? Médecine, chirurgie, obstétrique. C'est le résumé des services que vous trouverez dans tous les hôpitaux de France. Ou c'est un service de médecine, hein. Médecine, ça entend, ça englobe toutes les spécialités médicales, hein. Cardio, endocrino, pneumo, gastro, diabéto, rhumato, médecine interne, médecine polyvalente, gériatrie aiguë. C'est comme chirurgie, tous les services de chirurgie. Ou comme obstétrique, donc maternité et chirurgie obstétrique. L'entrée de l'hôpital, la porte de l'hôpital, s'appelle le SU, service d'accueil des urgences, ou c'est le service des urgences. C'est l'entrée de l'hôpital. D'accord? Donc, pour les choses dont on ne sait pas, on passe par les urgences. Évidemment, les urgences, normalement, ce n'est pas un service de consultation de médecine générale. On a parlé de la ville. Actuellement, en France, ils développent ce qu'on appelle les maisons médicales. Et parfois, ces maisons médicales sont annexées au service des urgences pour prendre en charge la plainte de la médecine de ville. Quelqu'un qui vient pour une toux, voilà, une douleur quelconque, une asthénie, voilà, médecine de ville, normalement. On ne vient pas aux urgences pour se faire prescrire un arrêt de travail ou pour un petit traumatisme. On vient théoriquement aux urgences pour ce qui est une urgence. Une urgence. Douleur thoracique, douleur abdominale aiguë, diarrhée, vomissement incoercible.
céphalée fébrile, ce sont des urgences. Donc la porte ou chute à répétition ou chute compliquée de rhabdo, suspicion de fracture, on vient aux urgences. Donc la porte du système hospitalier, ce sont les urgences. Quand j'étais plus jeune, on parlait de service de tri, le triage permet de faire le tri, permet de faire le tri et d'orienter les patients dans des services spécialisés. Après qu'on ait pris en charge l'urgence vitale ou relative initiale. Donc c'est important, on a parlé du système MCO, mais le système hospitalier, il y a aussi un autre type de service qu'on appelle les services SMR, soins médicaux et de réadaptation, anciennement SSR. Attention, théoriquement, on ne quitte pas son domicile pour aller directement en SMR, sauf dans certains cas, maintien difficile au domicile, répit de l'aidant euh, ou procédure d'entrée en EHPAD sur un maintien difficile au domicile, on peut provisoirement hospitaliser quelqu'un en hospitalisation directe dans un service SMR. Mais habituellement, un service SMR est là pour accueillir les personnes qui sortent d'un service MCO et qui ne peuvent pas rentrer au domicile ou qui ont un projet de rééducation, de réadaptation ou simplement de convalescence, c'est le sujet âgé ou après une prise en charge lourde. D'accord? Et il y a également le service de long séjour. Si vous êtes en gériatrie, vous devez connaître l'USLD. D'accord? Unité de long séjour, de longue durée plutôt, ce sont des unités qui font partie des CH, qui reçoivent des patients lourds, qui ont une polypathologie, des comorbidités à risque de décompensation fréquente. Voilà. C'est différent de l'EHPAD. Ici, les patients sont plus lourds. Voilà, ils sont plus lourds, difficiles à gérer. Ils peuvent à tout moment décompenser. On les met dans ce type de structure. Donc ça, c'est important. Il faut aussi avoir cette notion d'HAD, hospitalisation à domicile, pour les gens qui ont une pathologie lourde, généralement le cancer, des plaies complexes, des maladies chroniques graves, à des stades avancés, qui ne veulent plus rester à l'hôpital. Et donc, ils sont en ville, il y a une structure qu'on appelle HAD, généralement c'est géré par le privé, qui organise l'hospitalisation à la maison. C'est-à-dire, on met en place les moyens de l'hôpital, médecins, infirmiers, on peut mettre des perfusions, on peut mettre des médicaments hospitaliers réservés à l'hôpital, certains antibiotiques, certaines drogues euh, telles que la morphine, l'héparinothérapie, que sais-je. On le met en place au domicile du patient, mais c'est géré par un duo médecin-infirmière. Important à savoir. Donc, j'ai pas mis EHPAD parce que l'EHPAD ne fait pas partie du système hospitalier. L'EHPAD, c'est la ville. Cas pratique, une femme de 90 ans adressée aux urgences après avoir déclenché sa télé-alarme. Elle a fait une chute au domicile en se levant la nuit. Elle vit seule et autonome sur le plan physique. Là, c'est les pompiers qui l'emmènent généralement. Donc, elle vient aux urgences. La porte d'entrée de l'hôpital. Elle vient aux urgences. Et à partir des urgences, on va vous poser des questions. Mais le fait qu'on dit qu'elle vit seule à domicile en gériatrie, c'est un indice. Elle est autonome sur le plan physique. Peut-être qu'elle va perdre cette autonomie. Si vous voulez la remettre au domicile, il faut l'entourer de sécurité.
D'accord? Si elle ne peut pas être assez sécurisée au domicile à la sortie d'hospitalisation, il faut lui proposer une entrée en EHPAD. On propose, on ne décide pas, on ne parque pas euh, les gens dans des EHPAD, hein. S'ils sont autonomes, on leur pose la question. S'ils présentent des troubles neurocognitifs majeurs, on pose la question à la tutelle ou à la famille. Deuxième exemple, femme de 75 ans, hospitalisée en service de médecine. Là, c'est une hospitalisation directe. Suivant le type d'hospitalisation, on ne va pas vous poser les mêmes questions. Ou ce n'est pas les mêmes conduites à tenir. OK? Généralement, les questions, vous êtes aux urgences, prise en charge thérapeutique, que faites-vous? Voilà, c'est pas la même chose quand la personne est déjà sur un lit dans un service de médecine, augmentation de volume de la jambe droite jusqu'à la racine de la cuisse. Vous organisez les examens complémentaires et le traitement directement dans le service. Je rappelle que le service d'urgence, ce n'est pas un service d'hospitalisation. On n'hospitalise pas en urgence. Au sein des urgences, il y a une unité qu'on appelle UHCD, c'est l'unité d'hospitalisation de courte durée. Les gens ne restent pas là pour être hospitalisés, non. Certes, c'est une petite unité d'hospitalisation, mais 2 jours, on ne reste pas 2 jours. C'est pour surveiller la personne, hein, c'est-à-dire c'est des cas frontières. On ne sait pas si la personne va relever d'une hospitalisation dans un service MCO ou s'il faut faire un retour au domicile, hein, une prise en charge de ville. Donc, il y a peut-être des examens complémentaires à faire. La personne est peut-être instable sur une journée, 2 journées. On la stabilise et on décide. Ou on l'hospitalise ou on la remet en ville. Ces services servent à cela. La sortie d'hôpital, une fois qu'on a fini la prise en charge, pour ceux qui sont en médecine générale et en gériatrie, ils vont vous poser la question, que faites-vous? Le cas clinique qu'on a vu il y a quelques diapos plus haut, la personne va sortir. Hypoglycémie, insuffisance rénale chronique sévère, elle sort, on lui met de l'insuline. La sortie de l'hôpital, comment tu le gères? C'est intéressant. Je viens de l'étranger, je viens passer les EVC, je me suis bien préparé. Oui, mais tu ne sais pas ce qu'on fait quand on sort quelqu'un. Tu n'as jamais rédigé un courrier de sortie d'hospitalisation. Il y a des mesures à prendre, particulièrement en gériatrie. OK? La dame qui a 90 ans, qui repart au domicile, on t'a dit qu'elle vit seule. Et tu vas écrire sortie avec le traitement. Hop, madame, allez-y, débrouillez-vous. Zéro. Tu l'envoies pour mourir au domicile. Zéro. Et justement, il y a ce qu'on appelle à l'examen, ne la prenez par vos dépens, des MZ. Mi égale à zéro. Tu l'écris, tu écris ces mots-clés, ces phrases, on te met un zéro à toute la question. Corrige pas. Il dit, j'ai bien travaillé, je veux demander la correction de ma copie. Tu perds ton temps, cher confrère, chère consoeur. Ils ne vont pas recorriger ta copie. C'est une double correction. Il y a deux personnes qui corrigent ta copie. Ils confrontent leurs notes. Allez, passons. La sortie d'hospitalisation. Quand on sort de l'hôpital, on peut aller au domicile. Je dis quand on sort de l'hôpital, hein, attention. J'ai dit que le service SSR ou SMR fait partie de l'hôpital. Donc, c'est pas quand tu quittes la médecine, tu vas en SSR ou SMR, tu ne sors pas de l'hôpital, tu es encore à l'hôpital. Donc, la sortie de l'hôpital, c'est pour regagner ton domicile, hein, ou aller en EHPAD, hein, c'est assimiler domicile-institution, ou en foyer-logement, c'est la ville. Tout ça, c'est la ville. Famille d'accueil, c'est la ville, hein. Il y a une façon de faire. OK? Il y a une façon de faire.
Si la personne présente une insuffisance cardiaque évoluée et que tu sors en ville, il y a une surveillance. C'est un diabète compliqué, il y a une surveillance. Tu passes la main au médecin traitant, il y a des examens de suivi, il y a une surveillance infirmière, il y a une prise en charge infirmière au domicile, il y a des aides pour ceux qui sont en gériatrie. Il faut mettre en place des aides parce que la personne fait des chutes à répétition. Elle est seule, elle est en perte d'indépendance ou d'autonomie. Est-ce qu'il faut mettre en place des aides? Oui. Quelle aide? Qui finance ces aides? Vous voyez la philosophie? J'ai l'habitude de dire que les EVC, ce n'est pas un concours euh, simplement, c'est un concours de sélection. C'est un entretien d'embauche déguisé. Ce que tu dois comprendre. Est-ce que ce candidat, cette candidate peut travailler avec nous à l'hôpital? On te juge. Au travers de ta copie, on sait qui tu es. Dis-moi ce que tu rédiges et je te dirai quel médecin tu es. C'est ça le deal. En regardant ta copie, en corrigeant ta copie, on sait quel médecin tu es. Donc, un cas pratique, vous revoyez le malade à l'issue de la prise en charge hospitalière. C'est un cas de cardiologie, toujours des annales, hein. Quelles sont les familles de médicaments que vous vous attendez à trouver sur son ordonnance pour la prévention secondaire? Donc, au début, vous êtes médecin traitant. Décompensation cardiaque, vous envoyez à l'hôpital, OK? Ou vous vous envoyez peut-être sur une symptomatologie Disney aiguë, hein, d'accord? On découvre une décompensation cardiaque sur une insuffisance cardiaque, euh, sur valvulopathie, cardiopathie valvulaire ou dysrythmique, ou sur une cardiopathie ischémique, que sais-je. Pris en charge la personne ici, c'est probablement une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche euh, altérée. On te demande, on te remet la veste de médecin traitant. Quel médicament vous vous attendez à trouver sur son ordonnance? Dis-nous. Pour la prévention secondaire, dis-nous, dis-nous, dis-nous. Écris. C'est une logique derrière, en fait. Au début, c'était une prise en charge euh, préhospitalière, médecine de ville. On a fait la prise, donc adressée à l'hôpital, on a fait la prise en charge hospitalière. Le patient repart à son domicile, donc c'est le médecin traitant qui reçoit le courrier de sortie qui gère. Et quand il lit le courrier de sortie, il doit retrouver des familles de médicaments ici. Et on te demande ces familles-là. C'est ça la philosophie du concours. Donc, comprenez bien, on ne compose jamais des cas cliniques pour le plaisir. Il y a une philosophie. Il y a une vraie philosophie derrière. Et je reprends l'exemple des annales 2023 de médecine générale. Pyélonéphrite. On te dit bien hein, que c'est une pyélonéphrite aiguë du sujet jeune sans complications. Quelle est ta prise en charge? Ma prise en charge, elle est d'abord ambulatoire. Je la traite en ville. OK? C'est ça, en fait, la philosophie. Si tu ne mets pas prise en charge ambulatoire, je pense que tu perds déjà la moitié des points. Pourquoi? Parce que tu vas faire dépenser des milliers d'euros au système de soins français qui est déficitaire et ils veulent faire des économies pour une pathologie que tu traiterais pour 100 euros. D'accord? Une boîte d'ofloxacine, ça vaut combien? 5 euros.
Pour la prise en charge ambulatoire, hydratation, c'est 0 €, c'est de l'eau que la personne, la dame achète. Tu as déjà prélevé les CBU. Tu lui feras une petite échographie en ville pour simplement avoir un cliché de départ de son arbre urinaire, sait-on jamais. Et au lieu de ça, de préconiser cette prise en charge euh, ambulatoire qui te coûterait de façon ramassée peut-être une vingtaine d'euros, tu dis hospitalisation. Tu sais combien coûte la journée d'hospitalisation en MCO, en médecine en France? Environ 600 €. Entre 500 et 600 €. En chirurgie, c'est pire. Tu peux payer jusqu'à 900 € la journée. Et si tu gardes la personne une semaine, 9 fois 6, 5 400 € que tu fais peser à la communauté au lieu d'une dizaine d'euros, 20 €. Donc, ils vont te mettre à zéro à la question. Implication santé publique. Voilà ce que je tenais à te dire et je te souhaite beaucoup de travail pour ta préparation. On t'a réservé plus de 500 dossiers et questions entièrement corrigées, interactives, sur la plateforme evcpae.fr. Au minimum, des cours spécifiques à la préparation du concours en médecine générale, en gériatrie, chirurgie viscérale, des podcasts, bref, toutes les armes dont tu as besoin pour aller tranquillement au concours avec des éléments de méthodologie. Donc, loin de faire de la publicité, on t'invite à simplement visiter le site et de profiter au minimum du contenu gratuit. Bon courage et à très bientôt.